Mercredi 25 octobre 2023. Bonjour chez vous à la maison. Merci de nous rejoindre sur les ondes de la 10e télévision pour suivre votre tranche. C'est politique. Je démarre ce matin avec 3 invités avant de lire les journaux. Je vais d'abord les présenter. À ma gauche, je reçois pour vous Jules Pitra Mukendi, expert en marketing politique, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour cher Vincent, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à tous les téléspectateurs de la 10e rue. Comme j'ai toujours dit, cette télé qui de plus en plus prend de la propension et qui est en train de bien desservir la ville de Kinshasa, l'intérieur du pays, comme les autres pays qui peuvent nous capter par d'autres voies. Je salue ce matin mon frère Israël Kaba, ma soeur Rose Mbouyi, qui est mère depuis hier. Félicitations à toi et surtout je dis bon anniversaire à un ami, Kiro Kilongi, qu'on appelle affectueusement Papanza. Merci à vous, Jules Pitra Mukendi. Nous recevons pour la première fois Roger Ntumba, il est analyste politique indépendant. Bonjour Roger. Bonjour M. Vincent, bonjour à tous les co-débatteurs. Je voulais aussi saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Juste dire que je suis un analyste politique. Je suis là pour analyser, non pas pour être au milieu du village, mais pour être aux côtés de nos populations qui sont en train d'attendre encore beaucoup de nous, pour que nous puissions analyser et orienter pour le bien-être de notre pays, tant aimé la RDC. Le troisième invité, c'est Patricien Ngongo. Il est du MLC, un habitué de la maison. Patricien, bonjour à vous. Bonjour cher Vincent, merci une fois de plus pour votre invitation. Je salue mon frère Pitra Mukendi, même s'il ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis ravi qu'on puisse être tous en bonne santé. Je salue le cadre et militant du mouvement de libération du Congo, lui-même le chairman Jean-Pierre Bemba là où il est. Je salue les téléspectateurs de 10e RI, mais plus particulièrement nos sœurs, nos mères, nos frères de l'Est du pays. Sachez que nous avons toujours notre idée, notre intelligence, notre mémoire tournée vers vous. Merci. Je démarre avec la première rubrique, la lecture des journaux. Je démarre cette revue de presse avec la trompette qui titre à sa une Albert Yuma et Deogracias Mutombo dans le filet de la Cour des comptes. J'ai suivi le premier président de la Cour des comptes hier sur les ondes de votre télévision, 10e télévision, qui parlait des mégestions qui ont caractérisé ce qui était... Je vais dire la gestion, passez-moi la tautologie d'Albert Yuma. Nous allons lire cet article après un moment pour vous rafraîchir la mémoire. Je prends Africa News qui écrit « De la Cour constitutionnelle dépend la cohésion nationale à la veille des élections. Exclusion, une dangereuse dérive tribalo-ethnique menace la paix et l'unité du pays. » Sous-titre « Noël Tchani, moi d'invite à saisir la Cour constitutionnelle avec une vieille coupure des presses. Italianité des Katumbi, un débat clos par l'administration italienne en 2018. Départ ordonné et civilisé de la MONUSCO d'ici décembre 2023, Antonio Guterres disposé à retirer ses troupes. Route Kanangambujimaï, les travaux exécutés à seulement 11,41% depuis avril 2022, l'IGF somme semble crête de justifier 24 millions de dollars américains. Forme des as. Scrutin combiné de décembre 2023, la CENI appelle à l'accréditation des témoins. L'objectif, les tout derniers journaux, à plusieurs personnalités interdites de quitter le pays. Je démarre le débat avec le journal Africa News concernant l'italianité des Katumbi, un débat clos par l'administration italienne en 2018. Roger Ntumba, je commence par vous. Le candidat député président Noël Tchani Modinvita a saisi la Cour constitutionnelle pour l'invalidation de la candidature des Katumbi. Ça fait débat. Les clans Katumbi rappellent que ce sujet a été clos en 2018 par l'administration italienne, comme pour autant dire que Katumbi est congolais. Qu'en pensez-vous? Bon, s'il faut analyser froidement cette question, nous devrons d'abord analyser la question dans sa globalité, parce que nous parlons de l'élection présidentielle. Et cette élection présidentielle, je sais qu'on a déjà publié la liste des candidats retenus par la CENI, qui est d'abord provisoire,
Et nous attendons encore la liste qui sera publiée par la Cour constitutionnelle. Cette liste-là sera définitive. Maintenant, pour parler des Katumbi, moi je ne vais pas entrer dans ces débats-là dépersonnalisés. Je préfère plutôt parler du processus dans sa globalité. Dans sa globalité, quand nous voyons les processus électoraux, surtout présidentiels, nous avons d'abord 3 types de candidats qui viennent pour postuler. Nous avons ceux qui viennent pour faire de la figuration, pour être connus. Il y a de ceux-là qui viennent pour atteindre au moins 5% pour bénéficier de la confiance de la classe politique. Parce que quand vous avez déjà 5%, vous avez déjà une certaine notoriété au sein de la classe politique. Roger, could you please take your microphone correctly? Merci de tenir très bien votre micro ici. On parle toutes les langues. Allez-y. Pas de problème. Maintenant, quand nous devrons parler de la 3e catégorie des candidats, ceux qui sont des challengers. De ce côté-là, moi je vois plutôt Monsieur Katumbi a peu de chance par rapport... Cette façon de tenir les micros me rappelle Kester Emeneya Komambo. D'accord, merci. Monsieur Katumbi n'a pas beaucoup de chance face au candidat président de la République, le président sortant. Pourquoi? Parce que Monsieur Katumbi a beaucoup de dossiers sales qui sont en train de compromettre ses chances pour être président de la République. D'abord, sa façon de gérer l'équipe de Mazembe. Nous connaissons... Ça alors? Oui, parce que nous devrons parler de tout. Parce que quand nous devrons analyser chaque candidat, nous devrons voir la capacité d'une personne de gérer d'abord ce qu'il a et comment est-ce qu'il va gérer le pays. Nous savons comment est-ce que Mazembe était champion dans ces pays et cela nous rappelle beaucoup de choses concernant des matriqués, des choses donc on ne peut pas dire parce qu'on n'a pas toutes les preuves. Mais concernant l'élection, je vois plutôt une élection à sens unique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le président sortant, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a plus de chances de remporter parce que l'opposition est tellement divisée et ils sont en train de s'entretuer entre eux. Ça ne leur donne pas la chance de pouvoir évoluer. Je ne vois pas un challenger sérieux capable d'affronter M. Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle. Les autres peut-être feront de la figuration, moi pour devenir porte-parole de l'opposition, pourquoi pas? Merci bien. Nous avons une correspondance d'une commune en Italie qui a été saisie par le passé. Nous sommes en 2018 concernant la nationalité de Moïse Katumbi. Quand il a quitté la majorité présidentielle de Joseph Kabila Kabange, il est écrit dans cette correspondance que le citoyen Katumbi n'a jamais été inscrit au registre des citoyens italiens d'une commune italienne. Ça, c'est l'administration italienne qui nous a fait parvenir cette correspondance. Patricien, je viens à vous. Katumbi, c'est ces cailloux dans les chaussettes du pouvoir qui dérangent, une épine qui vous fait mal, donc il faudrait l'écarter à tout bout de champ. Non, cher Vincent, je ne pense pas à cela. Nous avons choisi la démocratie comme une voie, la seule voie pour accéder au pouvoir. La démocratie a ses aléas. Vous parlez ici de l'accusation de Selma Katumbi, mais le président de la République aussi fait objet de cette accusation par cette Kikouni. Ça veut dire que ce sont des jeux de la démocratie. M. Katumbi n'a qu'à mener des preuves qu'il n'est pas accusé. Vous savez, la loi, même par exemple, cette Kikouni a accusé les chefs de l'État en disant que le président de la République, donc la candidature qu'il a déposée, c'était une autre personne. Pourquoi? Parce que seulement c'est écrit Tshisekedi Tshilombo Félix, alors que dans d'autres arrêts, c'était écrit Félix Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Il a basé ses réflexions sur dire que nous sommes ici dans le code de la famille, livre D, donc on appelle le droit sur le personne, où nous retrouvons les noms. Il s'est basé sur l'article 61 en disant que le nom d'une personne est immuable, ça ne peut pas s'imiter qu'on sort. A-t-il tort ou raison? Il a tort parce que, je vous dis, cher Vincent, que les droits logent dans des exceptions, dans le même loi. Le même article, à son alinéa premier, les noms composés ne sont pas immuables. Donc, mais Vincent Muzungu n'est pas égal à Muzungu Vincent, c'est des personnes différentes. Oui, mais c'est le nom composé des familles. C'est Félix
et c'est Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Le Félix Antoine, c'est un nom composé comme Jean-Denis, comme autre chose. Dans l'article, dans cet article-là, l'article du même loi, du même loi, le 61 alinéa 1er, dit que le nom composé, l'immuabilité des noms ne concerne pas les noms composés. C'est pourquoi Noël Tchani, en lisant ça directement, il a sauté sur l'occasion cette Kikouni, en disant que ok, maintenant je vais avoir Félix Tshisekedi, en oubliant qu'il y a tout un bureau de réception et traitement des candidatures qui existe au niveau de la CENI, où il y a qu'on appelle le BRT, où il y a des experts, des avocats, des maîtres en droit qui ont lu cet élément. Mais concernant Noël Tchani aussi a jugé bon. Vous savez déjà que Noël Tchani, par sa loi de la congolité, il dit que pour lui, vraiment, les gens qui doivent accéder au pouvoir ou accéder à la haute magistrature, ça devrait être des personnes où la nationalité n'est pas douteuse. Mais malheureusement, lui, il dit que la nationalité de Moïse Katumbi est douteuse. Il a fondé ses arguments. Il va aller seulement amener des preuves. Mais ici, une précision de taille, normalement, ce n'est pas Moïse Katumbi qu'on accuse. Même si vous lisez le fondement ou la réflexion de Noël Tchani accuse la CENI. Parce que c'est la CENI, normalement, qui a publié sa liste. La CENI dit, conformément à telle loi, Moïse Katumbi est éligible. Noël Tchani dit, non, Moïse Katumbi n'est pas éligible normalement. Ça sera à la CENI d'aller prouver qu'il avait tous les éléments qui prouvaient la nationalité de Moïse Katumbi. Cette requête de Noël Tchani à la Cour constitutionnelle va-t-elle vraiment être prise en compte pour que la candidature de Katumbi soit annulée, pensez-vous? Bon, moi je pense que le fait que la CENI aille tous les temps, parce que vous savez que la Cour constitutionnelle n'aura que 7 jours, mais la CENI aille tous les éléments nécessaires pour publier sa liste, je ne crois pas que ça aura un effet, parce que seulement, mais il faut savoir que moi j'aime le Congo, j'aime l'autre face de la démocratie. On doit être libre de penser, on doit être libre de faire tout ce qu'on pense logique en démocratie. Vous savez que la loi permet seul aux concurrents d'accuser l'autre, et puis Noël Tchani sur le plan des formes, il a raison. Parce qu'il est candidat, il est concurrent à Moïse Katumbi, il est allé accuser Moïse Katumbi. Mais sur le plan de fond, il devrait amener des preuves. Katumbi est-il une bête noire de la République? Non, Katumbi n'est pas une bête noire. Nous par exemple, vous savez, avant qu'on puisse arriver là, les gens déjà criaient que non, le président de la République ou l'Union sacrée n'aime pas Katumbi. Ils sont en train de manœuvrer pour que la CENI ne puisse pas réceptionner la candidature de Moïse Katumbi. Mais nous les avons montré le contraire, que nous sommes prêts. Eux, au moment où ils étaient distraits, nous on était en train de préparer les terrains. Au moment où eux, ils étaient distraits, nous étions en train de préparer nos bases. Déjà en commençant par l'enrôlement et qu'on sort, nous sommes sûrs que notre candidat c'est le candidat idéal. Nous sommes sûrs que notre candidat c'est le meilleur d'entre eux, parce que en face il n'y a pas une alternative sérieuse, parce que vous écoutez déjà Fayoulou là-bas qui dit que c'est lui-même qui doit être le candidat commun de l'opposition, et puis c'est lui qui est le plus intelligent de eux tous. De l'autre côté, vous allez attendre cette Koukoun qui dit c'est eux qui sont les plus crédibles. Donc déjà, eux-mêmes vont s'émietter, et puis nous allons en profiter, c'est la politique. Très bien. Pour remporter la nationalité pour Katumbi? La réponse du maire de Saint-Vito de Normandie dans une correspondance datée du 16 juillet. Domenico Conte, maire de Saint-Vito de Normandie, dans le sud de l'Italie, a indiqué que Moïse Katumbi n'a jamais été inscrit au registre des citoyens italiens de sa commune. Noël Tchani s'inscrit en faux et saisit la Cour constitutionnelle dans une requête où il demande l'annulation de la candidature de Katumbi. Jules Petra Mukendi, votre analyse des faits. Merci beaucoup, cher Vincent. Après avoir suivi mes amis les co-débatteurs dans la richesse de leur production, je crois que mon point de vue serait celui-ci par rapport à la candidature de Moïse Katumbi. Je crois qu'au-delà de tout, moi, tout ce que je demanderais, c'est que l'on laisse Moïse Katumbi arriver jusqu'au moment des élections, comme ça, fort
et pour nous de constater que le côté de l'opposition est tellement émietté que je ne vois pas pourquoi on lui mettait le bâton dans le roue pour qu'il en arrive là. Non, mais c'est pas ce qu'il pèse. Il a un carnet d'adresse costaud, il a les moyens. C'est pas un candidat négligeable. Oui, ce n'est pas un candidat négligeable, cher Vincent, mais dois-je rappeler ici que Moïse Katumbi était dans l'équipe de Fayou lors de 2018. Il était donc dans le lot. Ça veut dire que quand hier Fachi a gagné, il les a battus tous. Donc aujourd'hui, s'ils viennent chacun de son côté, je crois que lui serait encore le plus fort. Mais vous savez, cette question de nationalité aura charrié toute sa vie de Katumbi, au point qu'il en a vraiment laissé les plumes. Je crois que le problème, c'est notre loi. Notre loi, par rapport à la nationalité, on doit parler de ius sanguinis ou bien de ius solis. Moïse Katumbi se prévaut que lui, il a le ius solis parce qu'il est né au Congo. Tous nous savons quelles sont les origines de ses parents. Mais pourtant, ici, je crois qu'il est plus question de ius sanguinis parce qu'il faut avoir le sang congolais pour prétendre arriver à ce niveau-là. Mais aujourd'hui encore, très cher Vincent, ce n'est pas les hommes qui... en fait, la loi ne crée pas le temps, mais c'est plutôt la force des choses, la vie sociale, qui appelle maintenant les juristes pour venir créer les choses. Je crois que notre loi, notre droit devra s'amender en cette matière-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut le faire, mais il faut le faire pour qu'on arrive à ne pas regarder les choses comme si c'est tiré d'un camp d'un ou bien de l'autre. Parce qu'à tout moment, on se dira toujours, on veut faire ça pour plaire au docteur Patricien, on veut faire ça pour plaire à Vincent. À quel moment allons-nous nous asseoir pour essayer de réétudier, de réévaluer ce que nous avons fait? Parce que comme vous le savez avec moi, la vie est un concept mouvant. Et quand la vie est en train d'évoluer, je crois qu'il est de notre intérêt à tous de pouvoir aussi actualiser nos lois, actualiser nos textes. C'est comme ça que nous grandirons aussi. Parce qu'un pays comme une personne grandit aussi. Nous avons des États comme les États-Unis, la France, qui ont plus de 2 siècles aujourd'hui. Je crois qu'ils ont déjà vécu certaines choses qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre et auxquelles nous devons pallier pour essayer de nous adapter. Donc, pour moi, en tout cas, je reprends ce que j'ai dit au départ. Aujourd'hui, aller attaquer Moïse Katumbi au niveau de la Cour constitutionnelle mettrait un peu en faux la Cour constitutionnelle avec la CENI. Je ne sais pas quelles sont les prérogatives vraiment, mais je me dis, si la CENI a accepté et que la CENI a fait passer au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est vrai que c'est elle qui est, je vais dire, la sentinelle de la République, qui regarde les choses selon la loi, mais la CENI a aussi la matière organique, une loi organique propre à la CENI qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Si déjà la CENI a accepté la candidature de Katumbi, moi je ne vois pas pourquoi on se mettrait encore en train de débattre là-dessus. Moi je voudrais qu'on les laisse faire, qu'ils participent aux élections et qu'ils soient battus officiellement et comme ça tout le monde pourra tirer de la Cour constitutionnelle. Il y aura un débat qui sera invité concernant sa nationalité. Rappelez-vous avec Tambwe Mwamba qui disait à l'époque que Katumbi va être écarté parce qu'il a une double nationalité. C'est ça. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que la nationalité congolaise est une et exclusive. L'article 10. Alors maintenant, il faut nous dire, quand quelqu'un quitte la nationalité congolaise et qu'il accède à une autre, s'il a une volonté de retourner vers la nationalité congolaise, est-ce que cela lui est permis ou non? Que dit la loi? Permis. C'est permis. Oui. D'abord, si c'est permis, hein, donc je crois qu'il faudra le laisser faire. Il faudra le laisser passer. Mais pourquoi c'est toujours la tête de Katumbi qui dérange à l'époque de Kabila? Quand Katumbi a quitté ses fonctions de gouverneur, nous avons vu comment il a été tiré à boulet rouge. Ce qui dit, c'est presque la même polémique qui s'invite à tout moment concernant la personne de Katumbi. Oui, parce qu'il s'est démontré à bien des égards que M. Katumbi, c'est quelqu'un qui est travailleur, certes d'un côté, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a beaucoup de malice. Il utilise un peu, il invite un peu facilement beaucoup d'autres subterfuges pour faire passer sa raison ou sa position. Et des fois même jusqu'à... il paraît à ce qu'on attend qu'il sait même convaincre les gens jusqu'à je veux dire à faire passer des sommes trébuchantes pour faire couler, pour faire changer de position aux gens. Et c'est ce qui a fait que de plus en plus, hier, il était vu comme celui qu'il fallait abattre par le FCC. Et aujourd'hui, je crois que
le fait pour lui d'avoir embrassé l'union sacrée et d'être sorti de l'union sacrée et se présenter aujourd'hui comme l'opposant de l'union sacrée le met encore en difficulté, en mauvaise posture une fois de plus. Je crois que toutes ces erreurs-là cumulées, ou bien toutes ces positions-là cumulées, font qu'il devienne vraiment l'animal qu'il faut abattre. Merci beaucoup. Roger Ntumba, quels sont les dessous des cartes quand on veut à tout prix avoir la tête de Moïse Katumbi comme la tête de Jean-Baptiste qui a été réclamée par cet enfant dans la Bible? Merci beaucoup, M. Vincent. En fait, moi, j'aimerais plus qu'on puisse parler de la reconfiguration politique internationale, de ce qui se passe à l'est de la RDC, que nous puissions plus nous atteler sur cela parce que je vois plein d'importance à accorder dans ces sujets concernant Katumbi parce que personnaliser les débats ne me met pas vraiment à l'aise pour que je puisse parler à tout moment de Katumbi parce qu'il n'y a pas vraiment intérêt à parler de Katumbi par rapport à la présidentielle parce que je sais que c'est un candidat comme tout autre candidat et je sais qu'il a aussi sa chance de participer comme les autres. Donc je préfère plus parler de la reconfiguration politique mondiale qui est en train de s'opérer à l'est de la RDC, qui est une matière qui peut vraiment nous être utile et être utile à la population. La composition de l'opposition congolaise qui est partie d'une façon divisée à ces scrutins électoraux voudrait laisser un boulevard vide au président Tshisekedi? Oui, c'est vrai. Parce que l'opposition, d'ailleurs, en 2012 et en 2018, la MOUCA avec Katumbi, le président Jean-Pierre Bemba et les autres étaient ensemble, mais le président Tshisekedi, le président actuel, ils avaient battu. Donc aujourd'hui, s'ils vont en ordre dispersé, comment peuvent-ils tenir tête alors que celui qui était opposé est déjà devenu président? Et garde toujours, il a amélioré sa cote de popularité dans l'ensemble du pays. Alors je vois mal l'opposition tenir tête face au président de la République. Voilà pourquoi moi je préfère plus me concentrer au sujet qui touche l'intérêt géostratégique. Quand nous lisons Constant Mutamba, qui est également candidat président de la République, il a tweeté en disant qu'il y a une rencontre prévue en Occident où tous les candidats de l'opposition sont invités pour coaliser, mutualiser les forces afin d'avoir un candidat commun de l'opposition. Si jamais cette procédure aboutissait, le président Tshisekedi sera également mal à l'aise. Monsieur Vincent, il faut toujours se souvenir de l'histoire. L'Occident a toujours voulu avoir la même mise au Congo. Voilà pourquoi ils vont toujours chercher des voies et moyens pour avoir leur mot à dire à ce qui se passe au Congo. Mais le problème est que lorsque l'Occident cherche à avoir la même mise au Congo, ils doivent aussi utiliser des mains. Alors ces mains-là qu'ils vont utiliser aujourd'hui, je vois mal réunir Constant Mutamba, réunir Martin Fayulu. Constant n'est pas d'accord, il a dénoncé déjà cette rencontre. Lui, dis-moi, il a dénoncé. Si vous réunissez les autres opposants pour les mettre ensemble face au président de la République, Fachi Béton, bon, je ne pense pas que l'opposition ait la chance de remporter les élections. Parce que d'abord, l'opposition est divisée. Elle a toujours été divisée depuis belle lurette. Bon, le problème est que lorsque l'opposition était divisée, au moment où l'UDPS était à l'opposition, il bénéficiait de ce soutien-là populaire de l'UDPS par rapport à sa base. Maintenant, aujourd'hui, ils n'ont pas cette base-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça le problème. C'est pour ça que moi, je vois toujours que parler de l'opposition, alors que l'opposition est en perte de vitesse. Quand vous dites que le président Tshisekedi a un bon profil et il va remporter au lendemain des élections, c'est sur base de quel bilan? Mais c'est Vincent. Dans ce pays, nous avons connu beaucoup de présidents. Mais le seul problème qui a été toujours à la base des problèmes des Congolais, c'était le problème des infrastructures. Aujourd'hui, avec le programme des 145 territoires, nous constatons que le président veut mettre l'accent au territoire. Parce que tout ce que nous consommons dans des grandes agglomérations provient de ces entités-là. Alors, si vous mettez ces entités-là dans des conditions adéquates, vous allez trouver que ceux qui se précipitent pour venir à la capitale ou dans des grandes agglomérations vont rester là où ils sont. Lorsqu'ils vont rester là où ils sont, ils vont commencer à produire. Parce que nous cherchons à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Comment voulez-vous atteindre l'autosuffisance alimentaire lorsque ceux qui produisent en ville les grandes agglomérations?
Donc, lorsque le développement commence dans des coins reculés de la République, cela permet à nos concitoyens de rester dans ces milieux-là et de produire. Mais on parle également des sommes qui sont volatilisées. Je dois lire l'IGF qui somme la société Samcret de justifier 24 millions de dollars américains dans la construction de la route Mbujimayi et Kananga. Bon, ce qui est vrai que l'IGF demande à ce que la société puisse se justifier. Alors attendons que la société puisse se justifier. Parce que nous pourrons tirer des conclusions. Mais à la fin, vous découvrez que la société n'a pas détourné l'argent, mais il y a eu quelques quoi qui ont fait... Non, mais ça sent mauvais, déjà quand nous suivons de près à ces dossiers. Bon, en fait, dénoncer c'est bien. Mais il faut que la partie adverse puisse apporter ses moyens de défense. Si la société n'a pas encore apporté ses moyens de défense, attendons voir et puis nous allons tirer des conclusions. N'est-ce pas que les vrais opposants du président Tshisekedi, c'est la population congolaise qui se demande où serait la paix tant criée et voulue par le président Tshisekedi dans la partie orientale où les Wazalendo, un terme swahili qui veut dire les patriotes, sont en train de se prendre en charge? Oui, monsieur Vincent, les Wazalendo sont en train de se prendre en charge parce qu'ils ont répondu à l'appel du président de la République. Que les Congolais doivent se prendre en charge. Le problème de la sécurité à l'est de la RDC, M. Vincent, nous devrons interroger l'histoire. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, les États-Unis et les autres puissances se sont réunis pour créer l'ONU. En créant l'ONU, en 1948, les États-Unis proposent le plan Marshall. En 1949, les États-Unis créent l'OTAN. Alors, quand nous évoluons, nous voyons tout ce que les États-Unis avaient construit, c'est pour avoir l'influence au monde. Arrivé aux années 90, l'IRSS chute, la dislocation de l'IRSS. Cela a donné un champ libre aux États-Unis de diriger le monde à sa vouloir. Mais arrivé vers les années 2008, nous avons vu les réveils de la Russie. Vous voulez dire quoi par là? Dire que le monde est en train de changer. C'est-à-dire? La reconfiguration mondiale qui est en train de s'imposer, la géostratégie mondiale impose à ce que les forts puissent imposer leurs lois. Alors, la République démocratique du Congo, qui a toujours connu l'insécurité dans sa partie est, cela a été dû qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle de contrebalance au pouvoir américain. Aujourd'hui, vous avez la Russie et la Chine. Or, ces partenariats russo-chine fera en sorte que les États-Unis puissent... Mais sur le plan interne, qu'est-ce que cela nous a apporté? Parce qu'à l'Est, ça tire à balles réelles. Ça tire parce que pour avoir la paix, il faut se battre. Les Congolais se prennent en charge parce que c'est le destin de leur pays. Mais les institutions, où sont-elles parties? C'est ça la question. Les institutions fonctionnent avec les peuples. Parce que ceux qui dirigent les institutions, ce sont des hommes comme nous. Alors, ils sont là pour défendre les intérêts du peuple. Alors, les institutions sont là pour canaliser les efforts de la population qui est en train de se prendre en charge et l'armée est en train de se réorganiser. Parce que lorsque le président de la République était venu, ce qu'il voulait faire, c'est quoi? C'est faire de la RDC un grand pays au centre de l'Afrique avec une grande armée capable de les protéger. C'est la dernière relance avant de prendre le docteur Patricia. A-t-il réussi? La réforme, il faut toujours dire que la réforme prend du temps. Mais nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Voilà, nous voyons que notre armée est en train de monter en puissance. Et je suis sûr qu'avec les nouvelles recrues qui sont au niveau des centres d'entraînement, je suis sûr qu'à leur sortie, il y aura peut-être la paix. Parce que c'est toujours les influences des grandes puissances qui sont en train de Il y aura peut-être la paix, donc vous êtes dubitatif dans votre allocution. Je vous retire la parole. Voilà. Docteur Patricien, je reviens à vous. Départ ordonné et civilisé de la MONUSCO d'ici décembre 2023. Guterres disposé à retirer ses troupes. J'ai suivi personnellement le patron des affaires étrangères qui voudrait que l'on écourte les délais de la MONUSCO prévus pour le mois de janvier 2024. Ceci est ramené au mois de décembre par Christophe Lutundula. Est-ce le départ de la MONUSCO va-t-il garantir une paix durable dans la partie Est quand vous avez les Wazalendo qui ont pris surface à la place des institutions?
Merci beaucoup, cher Vincent, mais il faut savoir que la MONUSCO, qu'ils partent ou qu'ils restent, ils n'ont rien apporté. C'est déjà plus de 20 ans qu'ils sont au Congo. Si vous lisez même la charte de la Nations Unies, ça veut dire quoi? S'il y a une présence de la MONUSCO dans un endroit, ils sont censés faire tout pour imposer la paix, mais ils ne l'ont pas fait. Le fait qu'ils ne l'ont pas fait, ça nous donne le droit maintenant de dire que non, nous avons trouvé notre pays à genoux, ça c'est vrai, mais nous avons eu le temps de réorganiser, de se réorganiser, d'organiser notre système de sécurité, d'organiser notre système de renseignement, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons nous prendre en charge. Le Ouazalendo ne remplace à rien l'armée congolaise. Il y a un écrivain, cher Vincent, qui s'appelle Sun Chun. Il a écrit L'Art de la guerre. L'Art de la guerre. Il a dit dans son livre L'Art de la guerre que quand l'ennemi utilise une manière passive pour vous prendre en étau, ne restez pas dans la manière active. Utilise la même manière passive. Vous savez qu'aujourd'hui, ici nous sommes en train de faire la communication de la guerre. Il y a des Rwandais aussi qui nous attendent. C'est pourquoi nous devons communiquer d'une manière stratégique. Vous savez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a l'accord de cesser les faits par rapport à la feuille de Luanda. À la feuille de Luanda. Nous ne pouvons pas attaquer directement comme ça, mais le président... Et vous avez trouvé un plan B? Le président, le président de la République n'a fait que son devoir constitutionnel de réveiller le jeune. Il a dit mille fois à la jeunesse congolaise de se prendre en charge, de voir que le Congo de Lumumba, c'était un bien commun, un bien nous légué par nos aïeux. Comme c'est un bien nous légué par nos aïeux, chaque personne, de là où il se trouve, a le devoir de défendre son pays. Le Ouazalendo, vous avez bien Ils sont allés voler même les Sukhoi et les FARDC. Non, vous vous rendez compte de ce que vous avez créé? Vous avez compris, c'est que la manière passive est en train d'être utilisée par le Ouazalendo. Parce que, pourquoi la manière passive? Le M23 sont soutenus par le Rwanda. Le Rwanda utilise la manière passive pour dire qu'on doit les agresser. Ce n'est pas l'armée officielle ou régulière qui agresse la République démocratique du Congo, mais c'est les M23. Alors que nous le savons, il y a même des rapports des Nations Unies qui ont montré noir sur blanc que ce n'est pas le M23. Le M23 n'était que le farfelu. Il y a vraiment c'est l'armée rwandaise. Le vice-premier ministre de la Défense venait de le dire au Conseil des ministres qu'il y a l'armée rwandaise, il y a la troupe rwandaise qui est venue pour soutenir la position du M23. Mais maintenant, le Ouazalendo veut dire déjà le compatriote, on dit non, non. Ici, la mère patrie est touchée. Ça, c'est notre sol. Nous devons nous organiser sans pourtant avoir l'accord du gouvernement. Vos accords de cesser les faits ne nous concernent pas. Nous devons utiliser tout le moyen pour avoir les armes. Vous savez qu'il y a une enquête qui a été menée par la Nations Unies pour dire qu'il y a plus de 100 millions d'armes qui circulent en Afrique comme ça. Ici en République démocratique du Congo, Kabila lui-même nous a laissé plus de 184 groupes armés. Ça veut dire que ces groupes armés, il faut aussi souligner que les Ouazalendo, ce n'est pas seulement le groupe Ouazalendo, c'est l'association de plusieurs groupes. Non mais j'ai lu, je suis désolé de vous interrompre, j'ai lu un rapport de la MONUSCO qui atteste que les Ouazalendo c'est comme une armée, ils sont très organisés avec des armes sophistiquées, c'est vraiment une armée conventionnelle qui est en train de se battre. Mais est-ce que vous vous rappelez des propos de Guterres? Guterres nous a dit l'autre fois que le M23 c'était un groupe ils étaient sophistiqués, ils avaient des armées sophistiquées qui étaient proportionnelles même à l'armée régulière, même à l'armée de la MONUSCO, au matériel qui possédait la MONUSCO. Aujourd'hui aussi nous disons que nous constatons que les Ouazalendo ont ce sont des mystérieux. Pourquoi? Des mystérieux? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont ils sont en train de se battre pour leur sol. Pour leur sol, nous avons les Kimbangu qui sont là-haut pour nous voir. Que non, il y a cela 24 ans, plus de 24 ans que ça dure. Qu'il y a plus de 24 ans qu'il y a des viols. Même leur prière va rebooster le moral de Ouazalendo. Et puis si vous avez vu... Mais qui soutient le M23, qui soutient le M23? Oui, en logistique, moyens financiers. Qui soutient le Ouazalendo? C'est le peuple congolais. Ils viennent de partout. Moi, je venais l'autre fois d'envoyer ma contribution parce qu'il y a vous avez envoyé votre contribution. Il y a un mouvement citoyen qui se trouve à Goma qui
collecte des financements pour acheter des lots, pour envoyer au front, qui collecte des financements pour chercher les habits, qui collecte des financements pour chercher des bottes. Moi, je dis seulement, je salue ici la stratégie communicationnelle du président de la République et du ministre de la Défense. Ils ont vraiment, ce qui a été longtemps berné, nous avons levé ces leviers. Je crois que dans peu de temps, même le M23, j'ai suivi Ngoma qui est tout étonné. Il est étonné comment ces gens ici peuvent être forts comme ça. Mais il a oublié que ils ont dans un passé, la plupart des villages qui ont été entre les mains, qui étaient entre les mains des rebelles du M23. Mais oui, il a dit, vous souvenez, cher Vincent, que dans le passé récent ici, Ngoma a dit qu'il nous avait appelé des scouts. Qu'au Congo, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait que des scouts, alors que ceux qui sont là, ce ne sont même pas encore l'armée congolaise. Oui, ce sont des Congolais. Qui ne sont pas des militaires formés. Qui ne sont pas des militaires formés, ce sont des gens qui sont, ils étaient parfois les anciens militaires, les autres des démobilisés, consorts. Ils se sont battus pour se constituer en équipe. Vous savez, quand vous défendez votre terre, ce qui vous appartient, même Dieu vous donne le sens de l'organisation. C'est pourquoi ils sont étonnés de comprendre comment ils sont organisés comme ça. Mais je te dis ici que nous sommes en train de faire la communication de la guerre. Nous savons que de la même manière qu'ils utilisaient la manière passive, nous avons lu aussi Sun Tzu comme eux. Nous utilisons la manière passive et puis nous gagnerons cette guerre. Nous parlant de la communication des guerres, Sissi ne va pas hypothéquer les élections qui sont prévues au mois de décembre. Non, non. L'insécurité dans la partie orientale avec les Ouazalendo qui se battent corps à corps avec les rebelles du M23. Vous savez, la stratégie de l'ennemi. Là, les FARDC observent tout simplement ce qui se passe. Vous savez, la stratégie de l'ennemi ou leur communication, c'était de dire que, vous savez, ces gens-là, chaque cycle électoral, ils font les élections en vous laissant à côté. Mais cette fois-ci, ici, avec le président de la République, nous voulons leur montrer, leur envoyer le message. Malgré que les gens sont en train de se battre ici pour les élections, nous voulons aussi que vous puissiez avoir la paix. Dans le plus bref délai, au cas où toutes les parties seront libérées, vous serez aussi en mesure de vous enrôler ou d'envoyer votre Jules Petra Mukendi, je voudrais un peu faire un voyage dans le passé quand les Ouazalendo ont volé les Sukhoi, où cet engin qui les a aidés à déloger massivement les rebelles du M23, les FARDC qui étaient abasourdis par rapport à ces vols, ils ne savaient pas les voleurs étaient arrivés quand et a pris l'engin quand. Votre impression d'abord par rapport à, je ne sais pas, il faudrait dire l'art de la guerre comme Sun Tzu le voudrait, ou bien c'est une autre stratégie? Merci beaucoup, cher Vincent. Je crois que moi, comme vous, nous avons tous constaté le communiqué officiel de l'armée congolaise pour dire qu'il y a certains articles, certaines armes qui ont été volées par les Ouazalendo. Je crois que dans leur détermination, quand ils voient un peu l'immobilisme de l'armée qui est dicté par les cessez-le-feu imposés par Luanda et Nairobi, je crois que ces jeunes gens, patriotes, se sont décidés de prendre les choses en leur charge et de faire avancer les choses et en traquant l'ennemi et en les poussant ça et partout de manière à les bouter hors de notre territoire. Moi je crois que ce n'était qu'un réflexe normal de compatriotes, de gens qui sont déterminés à ramener la paix dans leur pays. Très bien. Africa News, je suis à la page 10. Départ ordonné et civilisé de la MONUSCO d'ici décembre 2023. Christophe Lutondola avait échangé avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il était assorti que le départ de la MONUSCO soit un départ imminent. Enfin, l'homme a reçu son pari. Il nous parle d'ici décembre, les troupes doivent faire leur clic et clac. La RDC gagne quoi après le départ de la MONUSCO? Ça, c'est une grande victoire. Ça, c'est une très grande victoire. Vous savez, cher Vincent, au lieu de voir la chose d'abord sous l'angle militaire, il faudra aussi la voir sous l'angle économique, ou je veux dire financière. C'est que la présence de la MONUSCO est une grande charge pour la République démocratique du Congo, parce qu'il faudra, si je dois me le répéter comme ça, prendre en charge tous ces contingents. Mais après cela, quand je parle de la victoire diplomatique, c'est-à-dire qu'il faut voir combien d'années la MONUSCO est restée dans notre pays. Combien d'années on a trouvé des subterfuges, on a trouvé des formules pour demeurer dans le pays. Pourtant, l'on sait tout ce que l'on a décrié hier sur la présence de cette MONUSCO dans notre pays. Vous vous rappelez, même à l'époque où la MONUSCO, on a été
le symbole était 1. Et à un moment, les gens ont dit même que c'était devenu nul. Parce qu'avec les gens de la MONUSCO, on a rencontré n'importe quoi, tout et rien. Quelqu'un a posé la question essentielle, c'est cette question qui est restée en train de tarauder mon esprit. Où trouve-t-on le militaire qu'on envoie à la MONUSCO? Où est-ce qu'ils sont formés, ces militaires-là, que l'on envoie au pays quand ils sont, on dit qu'ils viennent de Bangladesh, ils viennent de tel pays. Ils sont formés où? Dans des très bonnes bases. Quelles conditions ils sont formés? On ne sait jamais. Dans les meilleures conditions. Vous voyez comment ils sont costauds, robustes. Pas du tout. Cette image... Mais quelle est leur action sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils amènent? Depuis que la MONUSCO est là, vous vous rappellerez que dans ce pays, plusieurs fois, c'est vrai que le Congolais, c'est un peuple pacifique, un peuple hospitalier, mais c'est un peuple qui... il arrive toujours un moment où il se révolte, et quand il se révolte, c'est toujours très difficile. Vous vous rappellerez la dernière revue qu'il y a eu à l'est du pays, c'est parce que la population a décidé de chasser la MONUSCO. Je crois qu'on ne va pas continuer à vivre comme ça. C'est mieux d'arrêter cette collaboration-là. C'était pas politisé. Hein. Cette action de la population qui nous montrait que les forces onisiennes n'étaient pas voulues, est-ce qu'on ne voyait pas la main noire des politiques derrière? Attendez, cher Vincent. Quand vous dites si ce n'était pas politisé, vous ne devez pas ici entrer dans des considérations scientifiques pour savoir quand est-ce que c'est le peuple, quand est-ce que ce sont des politiciens. Je crois que quand le peuple embrasse une action voulue même par les politiciens, c'est la volonté du peuple, c'est la volonté populaire. Et quand c'est la volonté populaire, tout le monde doit se couper pour accepter cette volonté populaire-là. Et donc, si la population a accepté de conduire cette action, je crois que c'est à vous de comprendre que nous ne sommes plus ensemble, que nous ne parlons plus le même langage, ou alors que nous ne mettons plus sur la même longueur d'onde. C'est donc à vous de prendre de nouvelles précautions pour essayer de trouver la solution. Quand on voit Bintou Keïta dire, par exemple, que, ou bien le secrétaire général des Nations Unies, quand il est venu ici dire que le M23 avait une armée beaucoup plus sophistiquée que les armées régulières, ça nous a tous tiqué, ça nous a tous dérangés. Et on s'est demandé quelle était la vraie raison de la MONUSCO encore dans notre pays. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est qu'a réussi Christophe Lutondo là. Chapeau bas à lui, je crois que c'est un grand succès pour la République démocratique du Congo, que les gens de la MONUSCO trouvent un autre pays. Je crois qu'il y a encore des guerres dans beaucoup de pays africains. Et je crois que leur base, je crois que c'est la base la plus importante du monde, sinon pas la deuxième. Parce que depuis plus de 25 ans aujourd'hui... Non, mais Jules Petram Mukendi, l'Afrique est en train de se réveiller, ou bien c'est un bâton, je vais dire... un bâton magique qui s'opère en Afrique. On a vu hier au Mali, les Maliens ont dit non à la MINUSCA. Vous êtes ici à Burkina Faso, ils ont dit non aux Français et qui doivent faire les clics et clacs. Et en RDC, ce sont les Gomatraciens hier qui ne voulaient pas de la MONUSCO. Là, c'est tout le monde qui parle à l'unanimité pour ces départs. Est-ce que c'est l'Afrique qui voudrait se prendre en charge ou bien ce sont des politiques qui tirent les ficelles? Faites ces calculs avec moi, cher Vincent. 1960-2020, 60 ans après. Vous verrez qu'en 1960, on a accordé des indépendances politiques en Afrique, tout en gardant le côté économique de l'Afrique, qui continue d'être géré. Vous avez appris toutes les révélations, surtout dans nos pays francophones d'Afrique. On a appris qu'il y avait des caisses, il y avait des choses qui étaient gardées pour la métropole. Et donc, je disais, 1960, nous avons eu des indépendances politiques. Regardez, 30 ans après, nous avons eu le mouvement des conférences nationales parce que la population, le peuple voulait se prendre en charge. Le mouvement des conférences nationales a commencé depuis 90. Et voilà que 30 ans après encore, c'est le vrai moment de l'indépendance économique de l'Afrique. Parce que l'Afrique s'est retrouvée à la croisée de chemin et qu'il fallait maintenant l'indépendance. Et cette indépendance, cher Vincent, a été aidée, je veux dire soutenue, par les multiples crises qu'il y a eu dans le monde. La crise de Covid, qui a dérangé le monde. Maintenant, aujourd'hui, la crise russo-ukrainienne qui a encore bougé les choses. Et l'Africain s'est rendu compte de plus en plus que ces gens-là étaient aussi, je vais dire, vulnérables, qui pouvaient aussi être tenus. Et donc, l'Afrique, de plus en plus, a décidé de se prendre en charge. Et vous voyez que c'est un mouvement qui tourne comme on dit, un effet boule de neige, qui part de tous les pays et qui tourne. Et donc, ça, je crois que c'est cela qui justifie aujourd'hui
le mouvement de réveil qu'il y a aujourd'hui en Afrique. Et je crois qu'il fallait bien que ça arrive. C'est plutôt à l'occidental de pouvoir se rendre compte et devait se rendre compte que cela devait arriver. Moi, je crois quand je vois par exemple le Belge qui vient chez nous, qui décide que nos patrimoines, nos effets, les effets ancestraux et autres doivent être retournés dans le pays, qu'il faudra construire des musées pour nous ramener les histoires. Je crois que ceux-là ont un peu compris la chose à temps pour comprendre que de plus en plus, il faut faire un mouvement de retour. Mais à celui qui sera récalcitrant, celui qui va douter, je crois qu'il pourra se faire écraser. C'est cela que l'on voit. Écraser par qui? Par nous? Est-ce que sommes-nous en mesure d'écraser qui que ce soit? Je vous ai dit que quand le peuple décide quelque chose, je crois que même Dieu ne sait pas l'arrêter. Rappelez-vous de la tour de Babel. La tour de Babel, quand les gens décidaient de construire une tour qui allait jusqu'au ciel, et les anges se sont dit, puisqu'ils parlent le même langage, plus rien ne peut les arrêter. Donc je crois qu'il fallait d'abord descendre pour changer leur langage. Donc quand le peuple est décidé à faire quelque chose, c'est très fort, cher Vincent, je crois qu'ils se sont rendus compte maintenant. Très bien. Quelqu'un a parlé de Simon Kimbangu, ça doit être docteur Patricien. Je vais poser la question à Roger Ntumba. Nous avons des ancêtres qui ont marqué le temps. On parle de Simon Kimbangu, je ne saurais pas citer tout le monde. Hier, c'était, comment on l'appelait encore, Zachary qui est tombé, Némona Ntsemi, l'esprit Né Congo, l'homme qui a beaucoup écrit, en tout cas il a beaucoup écrit, je comprends que c'est un grand esprit qui est parti. Il y a certains politiques qui ont été approchés pour parler de Némona Ntsemi, qui ont fait semblant de ne pas commenter. Je ne voudrais pas citer les noms d'un ancien gouverneur de l'espace du Congo central. Mais vous, qu'est-ce que vous retenez de Némona Ntsemi? Ce que moi je retiens de Némona Ntsemi, un Congolais capable de se lever et de dire non quand il faut dire non. Voilà. Bon, quand on doit parler de l'homme, en politique, il y a aussi des choses qui ne se disent pas. Voilà pourquoi il y a des politiciens, quand vous les demandez, connaissez-vous tel monsieur, vous dites non, je ne le connais pas. Il ne veut pas, il ne veut pas verser ses propos dans une ambiance qui ne lui sera pas favorable. Voilà pourquoi moi je comprends pourquoi les politiciens ne veulent pas parler de tout et à tout moment. Ce que je peux conseiller à nos politiciens, c'est d'avoir des conseillers en communication. Pourquoi? Parce que cela leur permettra au moins de savoir que dire. Parce qu'une personnalité comme Némona Ntsemi dire qu'on ne le connaît pas, je ne sais pas quoi dire. Mais au moins, il pouvait dire quelque chose. Il pouvait dire quelque chose parce que quand nous voyons Némona Ntsemi avec le mouvement Bundu Diakongo, nous savons ce qui s'est passé en 2006. L'homme d'Indika. L'homme d'Indika. Je n'étais pas d'accord avec l'Indika, mais c'est un peu trop compliqué. Bon, en fait, même à l'Est, nous avons besoin de ça. Parce que si vous amenez ça à l'Est, c'est que cela peut rétablir la paix. Je crois que personne ne dira non. Vous allez commenter avec moi cet article, protection des personnes, de leurs biens ainsi que des autres personnalités. Les experts israéliens forment les forces spéciales de la police nationale congolaise. On sent la réforme, ça bouge dans tous les temps. Hier, c'était une ordonnance présidentielle prise par le chef de l'État. On a retrouvé Edi Kapende aux commandes. Les gens se disent que le président Tshisekedi est en train de jouer au stratège de la République. Là, ce sont des policiers qui sont en train d'être formés par les experts israéliens. Le Congo est en train de bouger et ses services de sécurité également. En fait, moi j'aime voir le Congo dans sa globalité. Pourquoi dans sa globalité? Parce que le Congo est un pays géostratégique central dans le monde. Alors, quand nous devrons parler du Congo, nous devrons voir le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous avons des superpuissances mondiales. Nous avons les États-Unis, nous avons la Russie. Pourquoi? Parce que les deux peuvent violer la Charte des Nations Unies sans être inquiétés. Les États-Unis ont violé la Charte des Nations Unies en 2001 en envahissant l'Irak. La Russie a envahi la Géorgie en 2008. La Russie a envahi l'Ukraine. Donc ce sont des superpuissances qui peuvent décider d'eux-mêmes. Très bien. Alors, nous en tant que pays qui aspirons à être une grande puissance, nous devons nous faire avec la politique internationale. Dans cette politique internationale, aujourd'hui, le monde est en train de bouger. Alors, le Congo, pour
pour être au rendez-vous des grandes puissances, le Congo doit aussi former ses services de sécurité. Les Congolais doivent aussi former ses services de sécurité confilés à la tête de la ville de Kinshasa. Les Kinois en appellent à l'arbitrage du président de la République, Godin Poyi et Gentini Ngobila. Ça sent aussi, c'est un rite qui s'invite entre les deux personnalités du pays. Les activités au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont été sursis par le premier vice-ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. C'est toute votre dernière relance. Qu'en dites-vous de ces dossiers? En fait, pour bien parler de ces dossiers, il faut d'abord comprendre quel est le problème qui est en train de mettre dos à dos les deux personnalités. C'est ça le problème. Parce qu'on peut bien parler. M. Godin pourrait faire ceci, M. Gentini Ngobila fait ceci. Mais nous ne connaissons pas le nœud du problème. Alors, pour bien parler de ces sujets, il faut connaître les problèmes. Donc, vous ne connaissez pas les problèmes? À moins que vous connaissez, vous pouvez nous le dire. Merci bien. Je pose la question à celui qui connaît les problèmes. Docteur Patricien, dites-nous, ces rixes qui s'invitent à la place publique, ça défrait la chronique Godin Poyi contre Gentini Ngobila Mbaka sous l'arbitrage du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a demandé à l'APK de surseoir toute activité jusqu'à nouvel ordre. Vous, quelle est votre lecture des faits? Merci une fois de plus, cher Vincent. Moi, je peux le résumer au conflit d'intérêts. C'est clairement montré, démontré que ces deux personnalités n'étaient pas venues à la tête de la ville de Kinshasa pour les gérer. Ils étaient venus pour leurs intérêts. Mais ils ont mis en mal presque toute la ville. Regardez aujourd'hui la situation de la ville de Kinshasa. Vous comprendrez que c'est chaotique. Pas de caniveau. Quand il y a eu la dernière pluie récemment, c'était grave. Au lieu de penser aux histoires de l'État, et il pense à des histoires privées, à des histoires particulières. Moi, si j'étais le premier ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur, j'allais, s'il en était compétent, j'allais suspendre le gouverneur de la ville de Kinshasa, j'allais suspendre ou fermer cette assemblée provinciale parce que ça ne profite à rien, c'est devenu budgétivore. Nous comprenons que l'assemblée provinciale de la ville de Kinshasa ne sert plus à rien. Déjà parce qu'ils ne sont pas payés, ils ont des arriérés. Vraiment, ils ne devraient peut-être même pas avoir de l'argent parce que depuis qu'ils sont là, il y a déjà plus de 4 ans, ils n'ont rien montré, ils nous ont rien prouvé de bon. Vous savez, les histoires de Kinbopet, on nous a même amené Edoxy Edo ici. Ah, Edoxy comme et mon ami. Comment on l'appelle encore? Gilles Petra. Le grand P. Le grand P. Mon ami. Le grand P ici pour nous montrer que bon, peut-être par leur taille, par leur manière de faire, la salubrité va se terminer. Mais malheureusement, au lieu que nous puissions avoir la propriété comme taille d'Edoxy, nous avons eu la salubrité comme taille des grands P. Pour vous dire que carrément, carrément, cher Vincent, ces gens-là, je ne sais pas, moi je n'étais même pas premièrement déjà d'accord avec Gentini Ngobila parce qu'il a montré ses insuffisances là où il était gouverneur de, je crois, Maïndombe. Ici à la ville de Kinshasa, quand il était venu gouverneur, je doutais de sa capacité de rebondir parce que des hommes d'État ne parlent pas comme eux, ne font pas des histoires comme des 100 cas, c'est devenu comme de la musique. Où l'autre tire à boule réelle, l'autre réplique. Alors que des hommes d'État, s'il y a des problèmes, des intérêts consorts, devraient s'asseoir. Ce sont des institutions de gouvernance. Vous êtes gouverneur, nous sommes l'Assemblée. L'Assemblée a ses prérogatives. Vous merci contrôlez bien, consorts, mais malheureusement... Ngomo, merci bien. Fin de votre chronologie. Gilles Petra Mukindi dans 30 secondes. Gentini Ngobila contre Godin Poyi. Je crois que cette situation-là, au-delà des deux personnalités, est une situation qui a vraiment dérangé toute la législature. Et même le président de la République s'en est plaint entre cette situation de la décentralisation. Je crois que ça dérange beaucoup. Je crois que la loi, le législateur devra s'y pencher. Comme j'étais en train de dire, le monde existe, la vie est en train de bouger. Je crois que les lois aussi devront s'adapter. Demain, j'en appelle donc aux législateurs de pouvoir voir, parce que nos assemblées locales, législatives locales et les gouverneurs, nous avons assisté à des conflits récurrents.
intempestif, de sorte que la gestion dans nos différentes provinces n'a pas vraiment été qualitative, n'a pas été vraiment de gestion optimale, et cela a beaucoup dérangé. Donc pour moi, j'en appelle aux législateurs pour essayer de voir demain comment corriger cette histoire de décentralisation qui n'a fait que miner nos provinces, qui n'a fait que déranger le développement de nos provinces. Je crois que c'est que le désir du chef de l'État lors de son interview, il demandait à ce que l'on revienne, en tout cas si on le peut, aux anciens systèmes où on avait des gouverneurs élus nommés par le chef de l'État, et comme ça ils pouvaient être sécurisés. Aujourd'hui, ce que l'on vit là est vraiment indigne et insupportable pour un État dit démocratique, après beaucoup d'années de la démocratie que nous voulons, même si ceci est perfectible, mais nous avons voulu avoir une autre image que cette image macabre que nous avons aujourd'hui. Merci à vous, Julie Pietra Mukendi. Merci également à Roger Ntoumba, analyste politique indépendant. Merci d'être passé. Ce n'est pas la première fois. Nous vous aurons très prochainement. D'accord, merci. J'aimerais seulement dire à tous nos compatriotes qui sont à l'est du pays que nous sommes de cœur avec eux. Nous attendons à ce que les bon Dieu puissent agir pour que la paix puisse revenir à l'est de la République démocratique du Congo. Et je suis sûr qu'avant les élections, la paix reviendra à l'est de la RDC. Docteur Patricien, merci à vous. Merci, cher Vincent. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention soutenue accordée à ce magazine. Nous allons nous retrouver très prochainement pour parler de la République démocratique du Congo. À tous et à tous, à très bientôt.